Les marionnettistes font comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. On y danse plus ou moins en rond. Les marionnettistes sont comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Bonjour Juan Pérez Escala, bienvenue dans notre émission Castelet. Nous sommes à l'espace Alia, que nous remercions de nous prêter cette salle qui est fraîche pendant le Festival d'Avignon 2025. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, moi je m'appelle Juan Pérez Escala, je suis marionnettiste. Je viens d'Argentine, j'habite ici en France depuis 20 ans maintenant. Et j'ai dit que je suis marionnettiste. Et j'aime bien le dire. Il y a des marionnettistes qui ont un peu du mal, qui disent corps, objet, image, autre chose. Moi, marionnettiste, ça me va très bien. Voilà. Mais bon, après, je suis un peu ambitieux, plus que ça, parce que j'ai dit aussi que j'aime bien créer des images dans la tête des gens, en fait, avec des objets. Il y avait un moment donné, j'ai regardé un reportage, une interview de Funès, il n'y a pas très longtemps. Il disait que lui, il créait des petites images qui restaient dans la tête des gens quelques secondes, en fait. Il faisait comme ça, il avait son nez qui s'est rallongé, ou comme ça, ou comme ça. Et moi, j'aime bien dire que j'ai créé ces images-là très longtemps dans l'espace de tout un spectacle, voilà, avec des choses qui ne sont pas vraies, mais qui deviennent vraies dans la tête des gens. Voilà. C'est très bien, on va pouvoir parler de marionnettes, mais avant, je crois que tu avais quelque chose à nous dire. Oui, voilà, tu avais une discussion qui te tenait à cœur. Oui, c'est ça. Parce que quand vous m'avez dit de faire ce reportage-là, j'ai été allé voir sur Internet comment ça s'est passé. Et du coup, j'ai découvert que le générique était fait par l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, je me suis dit, je parle beaucoup de ça, et c'est un peu mon cauchemar en ce moment, c'est un peu, ça ne me laisse pas beaucoup dormir, et je parle beaucoup avec les autres, et je me sentais que je trahissais, et du coup, je me suis dit, je ne viens pas, peut-être que je ne peux pas venir, voilà. Et du coup, quand j'ai parlé avec Léandre, je lui ai dit, voilà, écoutez, j'ai un dilemme. Il m'a dit, non, ici, c'est un espace de liberté, on peut dire tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je suis là et j'aimerais bien en parler avant de continuer. Parce qu'après, je vais être beaucoup plus lâché. C'est vrai que quand j'ai vu les génériques, ça m'a travaillé la nuit, beaucoup. C'est pas mal, si déjà le générique te fait travailler. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça. En fait, j'ai préféré parler avant et parler de comment je ressens les choses sans viser personne. Voilà, sans viser personne. Mais par contre, je vais peut-être parler un peu très catégorique parce que c'est dans mon intérieur et je vais sortir un peu ce que je ressens aujourd'hui, mes peurs. Parce qu'en fait, je suis un peu effrayé, j'ai un peu peur. Il y a un jeune à un moment donné qui est venu me dire, j'ai fait l'école d'animation. Toute ma vie, j'ai rêvé de devenir animateur, illustrateur. Et il sortait de l'école aujourd'hui et il était déprimé. Il allait voir son professeur, il a dit, j'ai rêvé toute ma vie de devenir ce que je suis maintenant. Mais aujourd'hui, je déprime. Et le professeur, il a dit qu'il était aussi désemparé et qu'il a dit, cherche-toi un autre rêve. Voilà, le rêve de devenir artiste aujourd'hui, il est un peu mort en fait. Il y a certaines personnes qui disent, bon, à la Silicon Valley ou autre, Elon Musk qui dit que par exemple aujourd'hui, les intelligences artificielles vont devenir des meilleurs artistes que nous. Et c'est vrai, en écoutant même les génériques ou en voyant des choses, je me dis que ça peut être vrai. Mais aussi, ce qu'ils disent que c'est plus terrifiant, c'est qu'il faudrait fermer les écoles d'art, ou fermer les écoles d'architecture, ou fermer les écoles d'écriture, parce qu'aujourd'hui, si on veut si on veut triompher dans la musique, par exemple, vaut mieux maîtriser l'intelligence artificielle et faire l'école de commerce. Si on veut devenir quelqu'un dans l'illustration, il faudrait maîtriser l'intelligence artificielle et faire l'école de commerce. L'école de commerce, aujourd'hui, c'est devenu, parce que ça va devenir un peu un produit, voilà. J'ai un ami à moi qui est illustrateur, un ami, je le connais un peu, c'est pour moi un des meilleurs illustrateurs que moi je connais, Jean-Baptiste Monge, c'est un illustrateur que moi j'admire beaucoup. En ce moment, son nom a été utilisé tellement de fois par l'intelligence artificielle et tellement sollicité
qu'il se trouve avec des milliers par jour des gens qui dessinent avec ses dessins à lui, qui lui piquent son travail, en fait, qui lui volent son travail. Et c'est les mêmes personnes qui vont aussi être en concurrence avec lui. Parce qu'en fait, ils sont sur le même site où lui, il vend ses dessins, mais c'est les mêmes personnes. Les personnes, ils disent que c'est un outil et je pense qu'ils se trompent. Moi, si par exemple, à moi, quelqu'un il vient me dire fais-moi un dessin. Fais-moi un dessin comme ci, comme ça, avec un monsieur, des moustaches, tout ça. Et que je lui fais son dessin et qu'après il vient me dire toi, tu es un outil et moi, je suis l'artiste, je vais lui dire non, en fait. Et en plus, s'il vient me dire bon, fais ça comme ça, va voler cette savoir-faire à cette personne-là, calque ces dessins-là, fais un dessin comme avec les styles d'eux, je vais lui dire non, je ne suis pas un outil, je ne suis pas. Et toi, tu n'es pas toi, tu n'es pas un artiste. Dans toute l'histoire de l'humanité, les gens ils ont commandé des tableaux, ils ont fait des commandes, sans dire c'est moi l'artiste qui a fait ces tableaux, c'est pas moi les dessinateurs. Après, une autre chose qui me travaille aussi, c'est les gens qui disent juste un peu, parce que juste un peu, ils disent c'est moi qui a écrit les paroles, mais c'est l'intelligence artificielle qui fait la musique. En fait, c'est un peu comme dire je suis juste un peu de droite ou juste un peu ou juste un peu voleur. Si moi je vais faire un gâteau et que je vole les œufs, je vole la farine, mais j'achète les sucres, je ne vais pas dire je ne suis pas un voleur parce que j'ai acheté les sucres. Non, si on est un tout petit peu, on l'est déjà. Si demain, par exemple, bon, j'ai commencé à parler, je ne m'arrête plus après, mais si par exemple Jordan Bardella ou Marine Le Pen ils font un disque super ensemble, qui est super, ou qui crée quelque chose artistiquement incroyable, est-ce que moi je vais l'écouter ou pas? Et aussi, bon, peut-être que oui, que je vais l'écouter. Est-ce que je vais les mettre à travailler dans ma compagnie à moi? Est-ce que je vais les mettre à faire mes textes à moi, ma musique pour mes spectacles, qui se mettent autant dans l'artistique dans ma compagnie? Il y a beaucoup de compagnies qui sont en train de le faire et il faut savoir que les intelligences artificielles sont beaucoup plus à droite que Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou d'autres politiques qui sont déjà à droite. Et pourquoi Donald Trump il fait construire des centrales de refroidissement pour les intelligences artificielles? C'est parce que derrière, il peut véhiculer aussi ces idées-là, en fait. Et après, il y a des gens qui disent non, mais en fait, on ne peut pas lutter contre. Et c'est le même discours que j'ai écouté. Mes parents, moi, ils viennent de la dictature en Argentine. Ils ont beaucoup souffert ça. Et en fait, eux, ils ont été contre la dictature. Et il y a des gens qui disaient on ne pouvait pas lutter contre ça. Et ce n'est pas juste pour eux, parce qu'eux, ils sont plus. C'est pas qu'on ne pouvait pas, c'est qu'on a choisi de ne pas lutter contre la dictature. Et en fait, aujourd'hui, on choisit de ne pas lutter contre les intelligences artificielles et se mettre là-dedans. Et c'est un peu pour tout ça, en fait, que moi, je trouve important aujourd'hui. Je vais juste, parce que j'avais noté des choses à quelles, juste, je me suis un peu égaré, mais ça, c'est que d'autres compagnies aussi, il y a des compagnies qui m'ont dit, voilà, nous, on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui parce que notre budget, il est réduit. Et aujourd'hui, on fait une résidence. Avant, on faisait une résidence qui nous prenait 10 personnes. Aujourd'hui, on parle juste au téléphone, il nous donne plein d'idées et on a réduit cette résidence-là. Si demain, un chef d'entreprise me dit qu'il a viré 10 personnes pour économiser de l'argent, je vais lui dire que ce n'est pas très juste. Si le budget de la culture, on en parle beaucoup en ce moment, le budget de la culture qui s'est réduit, on a l'impression qu'on est dans un radeau qui se réduit de plus en plus. Et en fait, on est en train de jeter des gens du radeau à l'eau. En fait. Aujourd'hui, on n'a pas besoin des illustrateurs pour faire nos spectacles. En Avignon, on les voit très bien. Il y a la moitié des affiches qui sont faites avec l'intelligence. Pas la moitié, mais il y en a beaucoup. Une partie, oui, la moitié, c'est un peu exagéré. Mais il y en a, on les repère en tout cas. Oui, je dis ça un peu exagéré, mais on les repère bien en fait. Oui. Et après, finalement, il a une patte artistique à lui puisqu'on le repère pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais il y a certains. Voilà. Mais ça veut dire qu'on pousse du bateau les illustrateurs, on pousse les écrivains, on pousse les musiciens du bateau, même les programmateurs à un moment donné. Quelqu'un de la mairie, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il parle à ChatGPT et dit fais-moi une programmation avec les meilleurs spectacles, les budgets et tout ça. Les programmateurs, un jour, ils vont, même tout le monde artistique, on est un peu dans le même bateau, il va se trouver comme ça.
Pour finir, je raconte juste une petite anecdote aussi. C'est Médiathèque qui organise un concours d'illustration pour un livre. Et en fait, la dernière année, il y a un enfant qui utilisait une intelligence artificielle. Et il a gagné, parce que c'est normal. Et on ne peut pas ne pas admettre qu'il utilise les meilleurs équilibres dans les couleurs, les meilleurs équilibres dans les dessins, les meilleures façons de faire. Il a gagné. L'année d'avant, c'était 40 enfants à faire ça. L'année d'après, ils étaient 30. Et les 30 utilisaient, de 29 utilisaient l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on est en train d'enlever l'artistique des enfants. Et après, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des règles. Mais si on met des règles pour les enfants, pourquoi ne pas les mettre pour les adultes, en fait? Parce que sinon, les enfants, ils vont apprendre un jeu, que quand ils vont grandir, ça ne va pas être le même jeu. Du coup, je pense que je dis ça et j'ai peut-être fermé avec une note d'espoir, parce qu'aujourd'hui, on pense que peut-être que c'est un rêve un peu trop grand pour un enfant de devenir artiste, parce que ça va être aussi difficile que gagner la loterie quand on sera grand. Et en fait, non, je pense qu'il faut dire que les enfants disent aux parents de ne plus l'utiliser, cette façon-là de faire de l'art. Et aussi essayer peut-être de mettre un label, essayer de se rassembler entre artistes pour essayer. Aujourd'hui, au supermarché, on dit on ne mange pas ça ou ça parce que là c'est bio, il y a un label bio, il y a un label rouge ou quelque chose d'autre. Parce que ça c'est pas très bon pour ma santé. Mais aujourd'hui, les artistes devraient se rassembler et dire ce spectacle-là, il est pas fait avec l'intelligence artificielle et je vais le faire parce que ça laisse aux enfants de rêver, ça laisse aussi sortir d'un monde capitaliste aussi. Voilà. J'ai une information pour nos auditeurs et nos auditrices. Il y aura un petit déjeuner de Théma à Charleville-Mézières sur cette thématique qui s'appelle intelligence artisanale. Oui, c'est ça. Donc on pourra se retrouver là et discuter de ça si jamais. Oui, c'est ça. Malheureusement, je ne pourrai pas assister, mais je suis très content qu'il y ait un débat comme ça. Oui, je le dis comme ça, on peut, pour continuer si tu permets, je vais poser quelques questions par rapport à ce que tu as dit. Comment tu... Parce que le label, tu as parlé de label, et ce qu'on remarque, c'est que les labels, ils se font quand même à chaque fois rattraper par l'industrie, et que finalement, c'est l'industrie qui... Comme il y a le label, ça met des cadres, et l'industrie s'engouffre dans le cadre. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait moins de 2% d'intelligence artificielle, et du coup, ça peut passer. Est-ce que tu crains pas que cette chose-là puisse arriver? Est-ce que tu vois... J'en pose plusieurs, après tu réponds. Est-ce qu'il y a quelque chose on peut freiner cette... Est-ce que d'après toi, on peut freiner cet élan, ou c'est difficile? Et est-ce qu'il faut mettre beaucoup de moyens pour ça? Pour moi, ce qui est important, c'est que les politiques soient locales d'abord. En fait, je pense qu'on peut faire une politique locale si, par exemple, entre nous, entre marionnettistes, déjà, on n'est pas beaucoup en France. On pourrait parler ensemble. Les artistes d'Avignon aussi, ils pourraient parler ensemble. Même dans la ville où je suis, on pourrait parler ensemble. On pourrait se mettre d'accord et dire, par exemple, bon, on va se mettre d'accord pour que les gens puissent choisir aller voir tel ou tel spectacle, selon comme il l'utilise aussi et selon les valeurs qu'il met dans son spectacle. Mais juste moi, je pense que je mettrais même moi-même, juste quelque chose qui dit que mon art, voilà, il est authentique, qui est honnête, voilà. Et les gens qui sont proches de moi, ils pourront voir ça, voilà. Très bien. De toute façon, c'est dans l'entretien, là, si tu as des choses à rajouter, après, tu es le bienvenu. J'aimerais qu'on parle un peu de ton parcours, de comment tu en es arrivé à la marionnette. Oui. Est-ce que c'est avant d'arriver en France? Est-ce que c'est en arrivant en France? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu es, toi, arrivé à la marionnette? Oui, en fait, je n'ai pas raconté l'histoire depuis quand je suis petit, parce que j'ai découvert la marionnette quand j'étais petit. Dans mon histoire, en fait, mon père, il était comédien. Il était comédien, un comédien assez connu en Argentine, et il possédait un théâtre. Voilà. Et j'ai grandi à regarder les spectacles sous les gradins. J'ai des souvenirs magiques où je regardais les spectacles avec les pieds des spectateurs, parce que je me mettais sous les gradins et je regardais beaucoup de spectacles de marionnettes aussi. Sauf que mon père, il était comédien. Ma mère, elle faisait pas mal de comédies aussi, avec des marionnettes aussi un peu. Mon frère, ma sœur, mon oncle et ma tante, mon oncle et ma tante étaient
aussi des comédiens et des directeurs aussi. Sauf que moi, j'étais bègue. Et c'est un peu comme dans une famille de sportifs. C'est lui qui marque une chambre, il peut pas le suivre en fait. Et du coup, j'ai regardé tout ça de l'extérieur. Comme je vous ai dit, j'ai regardé les spectacles en dessous les gradins, mais les répétitions aussi. Je voyais mon frère qui faisait la comédie, ma sœur, mon père, bien sûr, les amis de mon père. Et c'était resté toujours comme un rêve à l'intérieur de moi. Mais si moi, j'ai bégayé face à une seule personne, imaginez face à 60 ou 100 personnes, c'était impossible pour moi. Et alors, j'ai grandi comme ça. J'ai même bégayé jusqu'à très, très tard, jusqu'à mes 25 ans ou 23, 24 ans, j'ai arrivé difficilement à parler. Et à un moment donné, j'ai travaillé pour la télévision, pour le cinéma. Après, je peux vous dire comment je suis arrivé là, mais j'ai travaillé, j'avance un peu, j'ai travaillé pour la télévision et pour le cinéma, et il y a quelqu'un qui m'a filmé en train de faire des marionnettes. Et il m'a dit, mais c'est fou parce que tu ne bégayais pas quand tu as une marionnette dans les mains. Et je me suis rendu compte de ça, en fait, de comment c'était magique. Pour moi, c'était tellement imprégné à l'intérieur depuis très, très petit, parce que quand moi, j'ai parlé avec elle, et que quand j'ai parlé avec, je ne bégayais pas. Et c'est là que je me suis dit, je vais abandonner ce monde-là de la télévision qui ne m'intéressait plus, parce que c'était pour vendre des produits, les pubs pour enfants, hein, voilà, c'était tout ça que je voulais abandonner. Et du coup, je me suis dit, je vais créer ma propre compagnie maintenant. Parce que je sais que je peux monter sur une planche, au moins qu'avec les marionnettes. Et petit à petit, les marionnettes, ils m'ont appris à parler. Et maintenant, je ne bégayais plus parce que les marionnettes m'ont appris à parler. Mais au début, et ça m'arrive de bégayer maintenant aussi, hein. J'espère que ça, c'est pas pendant l'interview, mais parce que ça me met un peu mal à l'aise. Mais en fait, ça m'arrive maintenant, mais jamais avec une marionnette. Et même quand je bégayais avant, jamais avec une marionnette. Et du coup, c'est un peu ça mon parcours. Ça, si je peux remonter un peu avant dans l'histoire, dans le théâtre de mon père, il y avait des marionnettistes qui passaient et qui faisaient aussi des ateliers dans les bidonvilles. Et moi, j'ai eu l'avantage d'apprendre la marionnette, pas que pour faire des spectacles. Je me suis rendu compte de très très petit que la marionnette, ça servait à faire d'autres choses que des Quand spectacles. tu parles de marionnettes en Argentine, Oui. quelle forme, juste, c'est quelle forme de marionnette c'était? Est-ce que c'était des marionnettes à fil, toutes les formes de marionnettes, des marionnettes à gaine, juste pour qu'on situe un peu qu'est-ce qui existait quand tu étais jeune en Argentine? Oui, en fait, j'avais par exemple un voisin qui faisait des marionnettes en papier, on appelait les cirques des papiers, qui par exemple, il tissait des fils dans les rues et qui mettait des marionnettes un peu partout, qui faisait en papier. Les enfants venaient et jouaient avec des marionnettes dans les fils, en fait, partout dans la rue. C'était beaucoup d'enfants des rues qui faisaient ça. Bon, on faisait ça. Après, il y avait des marionnettes à fil. J'avais vu des spectacles beaucoup à fil. Et des marionnettes géantes aussi, guignols un peu. Petit à petit, j'ai commencé à me créer un groupe avec mes amis pour aller faire des marionnettes dans les bidonvilles. Et moi, je tenais beaucoup à ça. Quand j'étais petit, j'avais envie de changer les choses, changer le monde. Mes parents, comme j'ai raconté, ils savaient lutter contre la dictature. C'était un peu le Che Guevara. Et moi j'aurais bien aimé faire ça aussi. Alors, on allait dans les quartiers pour essayer de faire avec les enfants pauvres. Il y a eu des quartiers où c'était un peu difficile parce que les histoires des enfants étaient difficiles. Je me rappelle, j'ai raconté à un ami il n'y a pas très longtemps, je devais payer des fois quelqu'un qui avait un pistolet à côté pour montrer aux gens qu'il ne fallait pas s'approcher de nous parce qu'on avait du matériel. Et du coup, on pouvait rentrer comme ça dans les bidonvilles où la police ne rentrait pas, par exemple. Voilà. Et du coup, on faisait cet atelier-là un peu comme une aventure, en fait. Voilà. Nous, on les prenait un peu comme ça. On est parti aussi, quand j'avais 16 ou 17 ans aussi, on est parti vraiment, vraiment loin, presque sans dire à nos parents. Nos parents, ils nous s'en voulaient après. Voilà. Mais nous, on avait cette envie d'amener l'art et la marionnette. On savait que la marionnette, elle avait un pouvoir extraordinaire avec les gens et surtout avec les enfants. Et on savait qu'on pouvait les sortir de tous ces problèmes-là avec la marionnette. Voilà. Et après, si vous voulez, je peux vous raconter parce que ça vient de là, les noms des singes Diesel. C'est ma compagnie à moi et ça vient un peu de là. Mais si tu poses la question après, je te répondrai. Non, mais du coup, tu arrives à la marionnette en Argentine. Oui. Tu fais de la marionnette en Argentine et à un moment donné, tu décides de venir en France. Et pourquoi c'est... Et mon père était ici en France. En fait, il était parti de l'Argentine. J'étais venu les rendre visite. Et mon père, il m'écrivait des lettres, des cartes postales de la Bretagne.
j'ai trouvé ça très magique. La Bretagne, ça m'a conquis par les cartes postales. J'ai une pile comme ça des cartes postales avec beaucoup de choses qui m'ont impressionné. Alors, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai pris mon vélo. J'ai allé jusqu'à l'aéroport de Paris à vélo, en avion, pardon. J'ai rassemblé mon vélo, j'ai mis les roues et je suis parti. Je suis parti jusqu'en Bretagne à vélo. Et j'ai tombé amoureux de la Bretagne. C'était quelque chose d'incroyable parce que j'ai retrouvé beaucoup des énergies que j'avais envie de partager, les fest-noz, les soirées contes, la proximité avec la terre aussi, des personnes qui habitaient là-bas. J'ai décidé de rester en Bretagne. Je n'avais pas les permis, alors je voyageais beaucoup à vélo. Et je suis parti même jusqu'au sud de la France, jusqu'à Montélimar à un moment donné. Je suis revenu en Bretagne. Et là-bas en Bretagne, j'avais travaillé en Argentine en tant que sculpteur, un peu en tant qu'illustrateur, à faire aussi des marionnettes un tout petit peu. Et ici en France, j'ai commencé à travailler, à faire des marionnettes. Et j'ai travaillé aussi en tant que sculpteur d'abord. Après, j'ai travaillé à faire des marionnettes pour d'autres compagnies. J'ai travaillé aussi pour la télévision et pour le cinéma. Et petit à petit, je suis commencé à rester. J'ai rencontré ma compagne aussi. J'ai une fille aussi ici. Du coup, je suis resté. Bien que l'Argentine me plaît beaucoup et mon cœur, il reste beaucoup là-bas, mais je reste ici. Voilà. Oui, c'est là où tu as construit ta vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, tu voulais parler du nom de ta compagnie, Singe Diesel. Oui, non, si ça venait comme ça, parce que beaucoup de fois les gens se demandent, et beaucoup de fois j'ai fait une réponse qui est un peu courte en fait. Je donne Là, pas tu as la le temps, vraie. tu peux nous Et faire. comme on m'a dit que c'était un reportage, une interview d'une heure, j'ai le temps aujourd'hui de les Oui. raconter, parce que c'est aujourd'hui ou jamais. Voilà. Alors, pourquoi c'est le nom des singes diesel? Quand j'avais peut-être 16 ou 17 ans, j'avais un groupe des amis qu'on avait envie d'intervenir avec les enfants des rues. On avait organisé un concert pour prendre de l'argent parce qu'on voulait amener les enfants qui pouvaient jamais sortir de ces bidonvilles, amener dans un parc d'attractions, là où il y avait que les enfants des riches qui pouvaient aller. Voilà. Du coup, on avait fait un concert, on a récolté beaucoup d'argent, on est allé dans un bidonville, on a pris, c'était peut-être 25 ou 30 enfants, on les a dit, bon, on va dans un parc d'attractions, on fait des kilomètres pour arriver à pied, comme ça on économisait l'argent, et arriver à la porte du parc, mais il y a un monsieur qui nous a dit, non, vous ne passez pas. Voilà. Et du coup, on se demandait pourquoi. En fait, les enfants des rues sont très reconnaissables, déjà par rapport à la peau, à la crasse, parce qu'ils sont beaucoup de fois un peu sales, les vêtements. Du coup, non, ça ne rentrait pas. Voilà. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et un enfant qui était à côté de moi, il m'a dit, c'est parce qu'on est pauvre. Et du coup, je le regarde et je ne savais pas quoi lui dire. Et je lui dis, on n'est pas pauvre, on est diesel, gasolero. En espagnol, diesel, gasolero, c'est économique. À ce moment-là, il y avait une émission télé qui parlait des gasoleros, des gens qui faisaient les choses sans beaucoup d'argent. Et du coup, je lui ai dit, on est diesel. Voilà. Et à un moment donné, il y avait un ami à moi, quelqu'un qui était avec nous, Juan, qui dit, c'est pas juste, on rentre quand même. Me dit Juan, je vais retenir la personne à l'accueil et toi tu rentres avec les enfants. Et on est rentré avec les enfants sans payer. Et Juan, à un moment donné, il me dit on a 10 minutes, le temps qu'il appelle la police. Et du coup, je me suis dit, en 10 minutes, il faut qu'on s'amuse. Voilà. Et du coup, on commençait à courir avec les jeunes, je les mettais dans les boules voilà, pour qu'ils rebondissent. Il y avait les jeux, le fessé, on courait de partout. Je voyais tous les enfants en train de courir partout. Les enfants des riches étaient contre un mur comme ça parce qu'il y avait les enfants qui jouaient de partout, qui étaient comme ça. Et à un moment donné, c'était le temps de partir. Juan il m'a dit, il a appelé la police, il faut qu'on parte. Voilà. Et du coup, on a pris les enfants, on a pris tous. Moi, j'ai pris les plus petits sur les bras. On courait tous. Et à un moment donné, avant ça, je les regarde et j'ai dit, c'est un peu comme des petits singes qui sautent partout. Et j'ai dit à haute voix, ouais, c'est comme des singes. Voilà. Et il y a un enfant, quand on partait, il a dit, on est des singes diesel. Voilà. Et tous les enfants se sont mis à crier. Comment tu dis en espagnol? Monogasoleros. Somos monogasoleros. Et du coup, on est parti en disant ça. Et ce souvenir, pour moi, il est resté dans ma mémoire gravé, en fait. C'était un peu une bêtise, ce qu'on a fait.
mais en même temps, c'était quelque chose de nécessaire, c'était malin. Je ne pouvais pas laisser les enfants avec ce sentiment-là d'injustice. Du coup, quand on est parti comme ça, c'était très beau. C'était un moment qui était très, très beau. Et au moment où je devais choisir le nom de ma compagnie, on m'avait donné une subvention et du coup, on m'a dit, ça s'appelle comment la compagnie pour les mettre? Il dit, laissez-moi une demi-heure, j'ai réfléchi et je vous dis. Et quand j'ai coupé le téléphone, je me suis dit, ce moment-là était tellement magique que je vais l'appeler. Et monogasolero, ça ne sonnait pas très bien français, les gens auraient eu du mal à les dire, les prononcer. Et du coup, je dis, bon, singe diesel. J'ai pris le téléphone et j'ai dit, on est des singes diesel. Voilà. C'est un beau dédicace à Oui. ton. Est-ce que tu reviens jouer là-bas en Argentine? En Argentine, presque jamais. Mon père, maintenant, il revient parce qu'il travaille beaucoup. Il travaillait en Uruguay dans les bidonvilles. Et je suis retourné pour faire des marionnettes là-bas, pour faire des ateliers, pour faire de la marionnette, mais jamais un spectacle entier. Non. Et j'ai joué pour la première fois en espagnol en Espagne il y a un an et demi. J'ai joué pour la première fois, voilà, en espagnol. En espagnol, du coup, depuis que tu es arrivé en France, tu n'avais jamais joué en espagnol? Jamais, je suis en espagnol. Des petites choses, peut-être quand je faisais des ateliers là-bas, quand je revenais de temps en temps en Argentine, je pouvais faire des choses, des petites scénettes avec les enfants, mais jamais un spectacle Oui, entier. pas une production de ta compagnie Non, avec tous c'est les ça. décors et les Non, c'est ça. marionnettes. Voilà, j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup. Ma famille, elle m'a pas beaucoup vu, tu vois. Du coup, ça serait super. Bah Voilà. oui. Il faudrait demander à l'Alliance française Oui, c'est ça. de te On passe préparer un une belle. message. On peut passer un message à l'Alliance française C'est ça. qu'on essaiera d'avoir aussi en interview pour voir Ah oui, le super. rapport qu'ils ont à l'international et à la Ah. diffusion de la culture française. Très bien, super. J'aimerais qu'on parle un peu de construction parce Oui. que tu maîtrises toute une palette de techniques de construction Oui. de marionnettes. Après, on pourra parler aussi illustration si tu as envie, mais Oui. on peut parler construction. Comment tu vois la construction d'une marionnette? Est-ce que c'est la marionnette qui vient avant le spectacle qui amène la marionnette? Et après, je peux te laisser parler ou je vais poser les Oui. questions que j'avais Oui. en tête. Aussi, les matériaux que tu utilises. Est-ce que tu as une réflexion sur les matériaux, sur la durabilité de tes marionnettes? Est-ce que tu as une réflexion sur la Oui. construction? Oui, déjà, je suis quelqu'un qui construit beaucoup. Comme je vous avais dit, pour moi, la marionnette ne sert pas que pour faire des spectacles. Alors, je ne construis pas que pour le spectacle, je construis beaucoup pour mon plaisir aussi, et aussi pour jouer moi-même, pour jouer avec ma fille, ou sinon, juste pour l'expérimentation. Ça fait que mon atelier aujourd'hui, il y a plus de 500 marionnettes, un peu partout. Quand je regarde, il y en a des marionnettes partout. Et j'essaye aussi. Je sais qu'il y a des gens qui viennent voir mes spectacles pour découvrir des nouvelles marionnettes. Ça fait que j'essaye de les combler et dire que dans chaque spectacle, je vais inventer une nouvelle technique ou une nouvelle façon de faire la marionnette. Des fois, j'invente très peu, j'invente quelque chose, quelques petites astuces, mais des fois, j'invente des choses qui me passionnent. Pour le prochain spectacle, par exemple, j'ai inventé une technique, j'ai très hâte de la montrer parce que ça me baladant dans des endroits que j'ai trouvé les matières. J'invente déjà ça. Et après, quand je sais ce que je vais faire à peu près, je passe à peu près un an à écrire et dessiner, beaucoup. Tous mes spectacles, ils sortent à peu près tous les 200. Ça me laisse 200 pour faire un spectacle. Mais je pense que c'est important de passer un an à écrire et à dessiner. Parce que je vais me nourrir de toutes les choses qui me passionnent. Et je pense qu'un spectacle, c'est important de pencher tout ce qu'on reçoit. Voilà, de tout. Voilà. Et j'ai envie de parler des choses qui me passionnent à ce moment, qui me préoccupent à ce moment-là. C'est des choses qui me préoccupent, je vais les mettre dans les spectacles. Quelque chose qui me passionne. J'ai lu un livre, par exemple, dans les spectacles d'avant, je m'étais passionné par la poésie de New York, l'école de New York, les poètes américains. Voilà, je m'étais passionné par ça et j'ai penché ça sur les spectacles. Et les spectacles
que vous avez vu que je suis ici en Avignon. Je me suis passionné pour les livres pour enfants, à lire des livres à ma fille. Je me suis passionné de ça et je me suis inspiré beaucoup de ça. Et c'est un an, voilà, de dessiner, écrire. Et après, au bout d'un an, je me suis dit, bon, il est temps d'aller à l'atelier, temps d'aller faire la résidence. Je rassemble mon équipe et je commence à travailler. Voilà. Donc, pour le chemin des métaphores que tu joues ici au Totem Oui, à Avignon à 11h40, c'est oui. ça? Voilà. Il y a tout un truc sur le cercle, sur le tour, sur la technique. Comment tu décrirais la L- technique La technique, qui est dédiée à ce spectacle? oui, c'est ça. En fait, je voulais, à un moment donné, quand j'ai fait mes dessins, j'ai fait des dessins comme si c'était des dessins anciens, des anciennes fêtes foraines. Voilà, je m'étais passionné pour les fêtes foraines. J'étais allé beaucoup dans les fêtes foraines. J'ai regardé comment ça s'est passé, l'art aussi des anciennes fêtes foraines. Je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui ressemble à du vieux bois. Voilà. Du coup, j'ai commencé à expérimenter les polystyrènes, c'était plus facile à travailler pour moi que les bois. Alors, j'ai commencé à expérimenter les polystyrènes, un peu en trompe-l'œil, comme j'avais pris un peu au cinéma pour faire un extérieur qui ressemble à du bois. Et après, j'avais tout de suite la contrainte que je voulais jouer tout seul. Et du coup, il fallait que les marionnettes tiennent tout seul. Et il fallait m'inventer plein de mécanismes et plein de choses pour que je puisse jouer tout seul avec plusieurs personnages, pas toujours les mêmes personnages. Et aussi, je m'étais passionné des automates. Passionné. En fait, dès que j'ai commencé à faire les spectacles, j'ai fait mon premier automate, c'était un petit escargot dans lequel j'ai tourné et l'escargot, il bougeait juste les antennes. Voilà. Et j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça un objet. On peut parler aujourd'hui des intelligences artificielles ou même du cinéma où on arrive à faire des effets spéciaux incroyables. Moi, j'étais passionné juste par un escargot qui bougeait et les autres aussi. J'ai montré ça à quelqu'un et il disait, ah, c'est incroyable, c'est super. Quand je les sors, ces mêmes personnages dans les spectacles, j'ai l'atteint tout. Et à chaque fois, je les sors et je suis attentif, j'attends, je bouge la première antenne et le public fait waouh! Et c'est juste un petit fil de fer qui fait que ça bouge comme ça. Et ça m'a passionné. Je me suis dit comment je peux faire avec cette simplicité, faire des choses qui soient émouvantes avec la simplicité. Alors j'ai continué et j'ai commencé à faire des automates, plein. J'ai essayé de ne pas trop regarder parce que je ne voulais pas copier les automates des autres personnes aussi. Mais j'ai commencé à expérimenter. Je me suis acheté les outils pour faire ça. Et dans mon spectacle, il y a plein d'automates, plein de choses qui tournent, qui font référence aussi au manège, parce qu'il y a un manège, un grand décor qui ça représente un manège. Un jour, j'étais allé à la fête foraine avec ma fille, j'ai vu un manège. Ma fille était fascinée par ça, c'était juste quelque chose qui tournait comme ça. Je me suis dit, ça serait super de mettre une marionnette là, et qui parte, et qui puisse revenir de l'autre côté. Et quelqu'un derrière, il pourrait, comme dans un plateau de sushi, mais mettre une marionnette qui arrivait devant, et jouer avec, et qui parte. Et ça faisait tout un truc comme un automate, et une dynamique qui était super. Et c'est comme ça que j'ai fait métaphore. Voilà. Oui, oui. Eh ben, on est venu voir le spectacle, je crois, avant-hier. Est-ce que tu peux me parler des matériaux? Parce que tu as eu une préoccupation sur l'intelligence artificielle, est-ce que tu as Oui. une même préoccupation sur les matériaux que tu utilises? Oui, pas mal. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé à la télévision ou le cinéma, on utilisait beaucoup de résines, beaucoup de matériaux très toxiques. Voilà. Et à un moment donné, j'ai même rentré en concurrence avec certaines personnes qui travaillaient ces matériaux-là. Je disais, je peux faire la même chose avec du papier mâché. J'ai une technique très très bonne. Je pourrais vous la donner. Tu peux nous dire la technique, si tu peux la En fait, dire? c'est une technique dans laquelle je transforme les papiers journal avec de la colle que je fabrique avec de la farine, voilà, que j'ai fait bien sortir de la farine, l'amidon qui rentre dans les papiers, qui les rend tellement solides que je peux faire des choses aussi solides qu'avec de la résine, par exemple. Mais est-ce que Du ça coup, tient la Bretagne, l'humidité bretonne? oui, ça va. Ça va, il n'y a Oui, pas de oui, ça va. problème de... Si on fait bien sécher, après, non, il y a pas. C'est un peu comme les bois, en fait. Ça, il suffit même mieux que les bois parce que les bois, quand on ne les traite pas, ça peut souffrir. Là, c'est déjà traité avec toutes les choses qu'il y a dans les journaux et dans les choses qu'on met. Et j'ai rentré
en concurrence des fois parce que je ne voulais pas utiliser ces matériaux-là. Les polystyrènes, c'était très difficile pour moi d'accepter de l'utiliser, sauf que après je me suis rendu compte que j'allais dans les quincailleries et ils utilisaient beaucoup les polystyrènes pour mettre, pour que ça ne prenne pas l'humidité. Ils les mettaient en bas. Je me suis rendu compte que derrière, il y avait plein à récupérer, plein, plein, plein. Et derrière, il y a comme des petites décharges à chaque fois. Je me mettais, je prenais, je disais à quelqu'un, voilà, je prends ça, est-ce que je dois vous payer quelque chose? Mais c'est, non, prends. Du coup, je prenais plein de blocs, je récupérais à chaque fois les polystyrènes qui étaient à moitié cassés, parce que quand ils sont cassés, ils ne peuvent pas faire l'isolation. Du coup, je récupérais, je remplissais mon camion de polystyrène. Pareil pour de la mousse, je vais dans des endroits où ils jettent de la mousse, celles qui font les fauteuils pour des voitures, je préfère ça. J'achète un peu aussi, parce que des fois, c'est bien d'avoir quand on travaille en résidence, voilà. J'essaie d'acheter le moins possible, mais voilà, j'achète un peu. Mais quand je peux récupérer, je récupère. Et mes matériaux préférés aujourd'hui, ce sont les papiers et les papiers mâchés. Voilà. Et tu as travaillé le bois un peu dans ton parcours? Non, très peu. Non, c'est vraiment le papier mâché, fil de Oui. fer, papier mâché Oui. et structure en... Oui, c'est ça. Voilà. Oui, beaucoup ça. Ouais. Beaucoup de papier, oui. Mais j'étais parti dans mon premier spectacle même, j'étais parti sur des matériaux comme les latex, la silicone. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, quand j'étais petit, je faisais des choses mieux de ce que je fais maintenant, avec juste du papier plus expressif. Et je me suis dit, mais oui, mais non, je ne peux pas forcer ça. Et même pour les marionnettes, les gens qui viennent voir les spectacles, ils aiment beaucoup voir. Je ne sais pas, ce que la marionnette, c'est aussi comme de la poésie. La poésie, ça touche tellement parce qu'elle est faite avec les mots qu'on utilise tous les jours. Si on fait de la poésie, on découvre que quelqu'un avec la même chose que nous, on sait déjà, voilà, et il fait un truc incroyable. Il fait un poème qui nous touche, qui nous remplit de bonheur, en fait, avec des choses qui existent là, qui sont là à portée de main. Les marionnettes que je fais parfois juste en papier, ça touche beaucoup parce que les gens ils disent je l'ai fait avec, il l'a fait avec des choses que j'aurais pu prendre aussi, qui sont les papiers que j'avais à portée de main, et ça fait beaucoup plus rêver que si je l'ai dit que je l'ai fait avec une machine, une imprimante 3D ou des résines qui pourront jamais expérimenter eux-mêmes parce que c'est des résines qui sont très difficiles à utiliser, ou de la mousse de latex, n'en parlons pas parce que c'est tellement difficile à faire. Voilà. Et on va parler un peu de ta compagnie, de l'implantation locale, de comment tu es soutenu, est-ce que tu as été soutenu dès le début? Est-ce que tu peux nous faire un peu un historique de... Donc tu arrives, tu es constructeur, et quand tu décides de faire ta compagnie, quand il y a cette première subvention, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu du parcours de ta compagnie et comment tu en arrives à être à Avignon? Est-ce que c'est ta première fois à Avignon? Oui, c'est ça, c'est ma première fois. Mais pour arriver à la première subvention, ils se sont passés quand même 10 ans avant. De compagnies qui existaient compagnies déjà, mais qui n'avaient pas de nom. C'était à ton nom. Oui, c'est ça. Je faisais des spectacles, mais j'avais tellement envie de faire ça. J'avais pas assez de gagner à la télévision un salaire qui était assez haut. J'ai abandonné ça et je pouvais vivre très, très bien de ça. À un moment donné, j'avais envie de réussir et j'ai commencé à faire des spectacles beaucoup dans les locales, dans les fêtes, dans les fest-noz en Bretagne, beaucoup. J'ai joué dans des fêtes des villages, beaucoup. C'est quelque chose qui n'était pas très facile pour moi parce que ça m'a porté tort quand j'ai commencé la marionnette. C'est très difficile de voir quelqu'un qui grandit. Et comme j'étais pas mal vu en Bretagne, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à jouer de partout, j'ai fait mes 50 dates par an, à faire mais j'ai fait tout. J'ai fait même les crèches de Noël, je les faisais. J'ai fait aussi les maisons de retraite, les centres de loisirs, les fêtes de village, tout. Et tu as arrêté ça? Ça j'ai arrêté. Je peux. Oui, pardon. Non, mais je vais revenir après parce que j'ai arrêté. Tu peux garder la question. C'est ça, oui, c'est ça. Et à l'époque, quand je faisais autant, j'étais vu par les programmateurs, forcément, parce qu'ils me voyaient là. Mais pour eux, c'était pas assez de l'art important pour ça. Mais je tenais à les montrer. Même j'ai appelé les programmateurs, je montrais, bon, ça marchait pas très bien. Et pour eux, c'était très, très difficile d'accepter plus tard
que j'étais devenu une compagnie ou que j'avais grandi, que j'avais réussi à faire des spectacles maintenant professionnels qui tiennent la route. Voilà, que moi j'étais venu ici en Avignon, j'avais travaillé il y a plus de 20 ans presque, 17 ans, j'avais travaillé avec le festival IN. Et à travailler avec le festival IN, je voyais tous les spectacles, des spectacles des théâtres contemporains. Les théâtres contemporains me passionnent, m'a passionné à l'époque, les auteurs et tout ça. Et moi, j'ai fait des choses très, très populaires, mais j'essayais de mélanger avec ce que j'aimais, les théâtres contemporains, l'art que moi j'aimais, la poésie, les choses que je lisais. Mais les promoteurs, ils me voyaient tout le temps comme un artiste très populaire en Bretagne. C'était très très difficile et il fallait que je sorte de la Bretagne. J'ai fait mon premier Charles Messières où j'avais joué un peu partout. Après, je suis parti jouer en Martinique, Allemagne, la Belgique, un peu partout. Et partout en France, qui se sont dit, ah tiens, mais je suis ailleurs. Et la première fois que j'ai fait un festival en Bretagne, j'avais déjà fait peut-être 8-9 festivals partout en France, plus que ça. Et j'avais voyagé aussi partout. Et petit à petit, et même jusqu'à aujourd'hui, on a une programmation qui est beaucoup plus en France et beaucoup plus à l'international dans le monde. Et on a fait un festival à Castellier, au Canada, où ça nous a amené à jouer 3 fois au Canada. On a joué en Finlande, la République tchèque, la Martinique, et Allemagne, Belgique beaucoup. On est allé jouer en Corée du Sud. Là, on retourne au Japon et jouer encore. On va retourner au Canada, mais l'anglophone. Voilà, on a joué en Espagne. Là maintenant, ça marche très bien en Espagne. C'est la première fois qu'on a joué espagnol. Parce que, voilà. Il y a un an et demi, c'est la première fois qu'on a joué en espagnol. Et partout comme ça. Et en Bretagne, oui, on joue. Et on a commencé timidement, et voilà, et on joue aussi. Mais c'était difficile pour les promoteurs d'accepter. Mais c'est normal, hein, accepter. Quand tu vois quelqu'un, c'est difficile de revenir le voir et dire, ah bon, il a grandi, il a changé. Là maintenant, moi, je ne trouve pas forcément changé et pas forcément grandi ou en mieux. Parce que ce que j'ai fait avant, comme je t'allais dire, des fois, j'ai une certaine nostalgie de ce que j'ai fait avant. Et maintenant, on dort dans les hôtels, on est très bien accueillis, on arrive dans un théâtre, on a 4-5 techniciens qui nous accueillent pour nous aider, tout ça. Avant, j'allais avec mon camion, j'arrivais dans une mairie, on me donnait les clés, je devais m'installer, je dormais dans mon camion, je mangeais un sandwich. Voilà, c'était ça. Et j'ai une certaine nostalgie de ça aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais est-ce que je suis plus heureux maintenant? Et en fait, voilà, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec toutes les préoccupations de faire marcher une grande compagnie, ça me va très bien parce que j'adore ça. Et tu fais C'est vivre passionnant. plus de monde aussi peut-être. Il y a Oui. des gens qui travaillent pour la compagnie. C'est aussi tout un bassin d'emploi. C'est-à-dire devenir une grosse compagnie, ça permet de faire vivre d'autres personnes que soi-même. Oui, Alors c'est ça. un budget d'une mairie, souvent ça... Oui, c'est ça. Et on arrive à beaucoup plus de monde. Et le bonheur d'aller en Corée du Sud et que quelqu'un de l'autre côté de la planète, il voit ça, il découvre un truc, quelque chose de bien. Et il y a un spectacle qui s'appelle Kasu où les gens ils pleurent à la fin. Beaucoup. Moi, je pleure à la fin. À chaque fois, c'est un spectacle qui m'a ému tellement. À chaque fois, je l'ai joué plus de 400 ou 500 fois peut-être. Et ce spectacle, c'est celle que je l'ai joué le plus. Et à chaque fois, il m'a ému. Et aller faire cette expérience-là de l'autre côté du monde, et qu'il y a plein de gens qui me voient et qui sont émus aussi pour ce spectacle-là, c'est une expérience incroyable. Non, je ne regrette pas, mais voilà. J'avais créé un festival en Bretagne dans lequel j'étais revenu à beaucoup de choses beaucoup plus populaires. J'avais formé pas mal de marionnettistes autour du festival. On faisait plein de petits spectacles. Voilà. Mais je vais essayer peut-être dans le futur de faire un peu les deux. Voilà. Et au niveau du public, est-ce que parce qu'on sait que les études sociologiques montrent que dans les théâtres, ce n'est pas les mêmes personnes que dans la maison de retraite ou dans la mairie. Oui. Est-ce que ce changement de public, tu l'as ressenti et c'est...
Est-ce que tu le ressens, toi, en tant qu'artiste, Oui, 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 de oui. jouer dans un théâtre où il y a les techniciens qui t'accueillent et où tu peux dormir à l'hôtel? Les personnes qui vont venir te voir le lendemain, c'est pas forcément les mêmes que quand tu jouais pour Oui, une école ou... Est-ce oui, que tu oui. ressens cette différence? Oui, mais il y a des programmateurs qui sont très intelligents et ils savent faire venir ces publics-là au théâtre, voilà. Et ça me plaît beaucoup. Mais par contre, quand j'avais fait Chemin des métaphores, c'était après le Covid, et je m'étais rendu compte que les gens ils disaient on a ralenti. Mais ils avaient ralenti les personnes qui avaient les moyens de ralentir. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, nous on a ralenti, on a fait du yoga pendant le confinement, les enfants ils étaient heureux. Mais ça, c'était les gens qui avaient les moyens, qui avaient un jardin. Mais les personnes qui vivaient dans les tours, par exemple, avec 5 enfants dans la même maison, avec un appartement, ils n'ont pas ralenti, ils sont même ils consommaient beaucoup parce qu'ils consommaient des chaînes télé, des jeux vidéo tout le temps. Et du coup, ils sont finis avec quelque chose qui n'était pas. Ils ne savaient pas ralentir. Et quand j'ai commencé à faire les spectacles de métaphores, je me suis dit, je vais faire ces spectacles pour ces enfants-là qui n'ont pas ralenti. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ces spectacles. Une des grosses décisions que j'ai prises pour ces spectacles-là, c'est d'être autonome, pouvoir jouer partout et avoir mon propre gradin. Parce que comme ça, si je faisais les projets avec les programmateurs et dire, je vais sortir, jouer dans un endroit, je vais faire un spectacle qui ne soit pas cher, je peux jouer 2 ou 3 fois par jour, je peux rester une semaine dans une ville et jouer dans des différents endroits, mais je veux que mon public, ce soit les publics que généralement, ils ne viennent pas au théâtre. Voilà. On les voit beaucoup dans les festivals ici, les différences sociales, ça se voit beaucoup. Déjà les festivals in et les festivals off, les compagnies aussi. J'étais en train de penser l'autre jour et il m'a dit, est-ce que tu es content? Parce que là, maintenant, Avignon, pour moi, ça marche pas mal. En fait, on est content avec la compagnie, c'est beaucoup d'investissement. Mais à un moment donné, j'ai pensé beaucoup aux compagnies qui ne pouvaient pas, qui ne marchent pas très bien, qui n'arrivent pas à remplir les théâtres, voilà, qui sont dans de beaucoup moins bonnes conditions que moi je les suis. Et c'est vrai que la différence, elle est énorme. Du in auquel ils sont payés des fortunes jusqu'au off où les compagnies s'endettent pour pouvoir payer, pour pouvoir essayer d'exister. Mais pour que les gens sachent, c'est de l'ordre des 15 000 ou 20 000 euros qu'une compagnie vient mettre ici avec ses rêves, avec l'espoir de grandir. Voilà. Et aussi, quand tu vois, c'est quelque chose qui arrive de très marrant à Avignon, on voit un public qui est très différent de ce qu'on voit hors le mur. Voilà. Et même ici, il y a une rue, il y a beaucoup de gens du quartier qui n'étaient pas invités à la fête, qui viennent et que c'est super. Ils viennent faire des tresses, ils viennent faire des petits spectacles qui sont appris dans l'école de danse, ils viennent faire des choses, c'est parfait. Voilà. C'est un festival qui réunit tout ça, c'est parfait, mais des fois, c'est vrai qu'on voit les différences. Ouais. Et tu es soutenu par qui en Bretagne? Est-ce que tu es soutenu par la région, par le département, par la ville de Brest? Et en fait, La compagnie, je veux dire. c'est au cas par cas. En fait, on Tu n'as n'est pas pas de soutenu. conventionnement? Non, pas du tout. En D'accord. fait, c'est au cas par cas, c'est par spectacle. Ils sont beaucoup soutenus mon dernier spectacle, mon avant-dernier aussi. La DRAC, merci beaucoup. Bon, je remercie toutes les personnes. Je ne vais pas les citer tous parce que ça, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Oui, oui, oui. J'ai déjà oublié, je me sentais très, très mal. Mais après, on était dans une ville qui s'appelle Guilher, là on va partir. Voilà, on va partir de Guilher et on cherche un lieu autour de Brest. Voilà. Mais pour l'instant, on est très, très content. On était assez soutenus. Et ce qui nous a permis de bien payer tout le monde, de faire des spectacles de qualité. Voilà. Et on aurait pu faire aussi, mais quand ils nous donnent les moyens, voilà, la tête elle est beaucoup plus libre pour créer. Est-ce que avec la compagnie, tu as seulement un volet création ou est-ce que tu fais aussi des actions culturelles sur le territoire? Est-ce que tu as une économie qui est uniquement basée sur la production de spectacles ou est-ce qu'il y a aussi un côté médiation? Oui, quand j'ai créé la compagnie, je l'ai créée avec un ami à moi. On travaillait pour les CMA et on faisait de l'éducation populaire. Et dans la charte de la compagnie, on avait dit on est une compagnie de marionnettes et d'éducation populaire. Et j'essayais de maintenir ça
beaucoup. On a beaucoup travaillé avec des repris de justice, on est rentré dans les prisons aussi, beaucoup. On a fait beaucoup des actions dans des milieux populaires aussi, en France ici, beaucoup. Et on essaye toujours de maintenir un peu ça. Et l'année dernière, ça m'a occupé beaucoup de temps. On a fait une action culturelle énorme avec Traite au théâtre, avec lesquels on s'est beaucoup investi pour faire dans les écoles du Finistère une grande action culturelle. Bon, je pourrais parler des heures parce que ça m'a passionné. À comment on apprenait aux enfants à prendre son temps. C'était, c'était avec le thème du spectacle, mais en fait, ça s'appelait la chasse des petits temps perdus. Et avec les enfants, j'étais un peu fatigué de faire à chaque fois les mêmes actions culturelles, c'est faire des marionnettes pour après peut-être faire des jeux ou des spectacles. C'est ce qui me demandait beaucoup les écoles. Et ça m'a fatigué un peu. Là, je voulais sortir, inventer quelque chose qui n'était pas de l'ordre de faire la marionnette pour un spectacle, mais faire une marionnette pour jouer, juste pour jouer. Du coup, on partait dans la forêt à la chasse des petits personnages. Il restait 3 mois avec les enfants et après les enfants, ils les voyaient partir. Voilà. Et ils mettaient là un vrai personnage qui amenait chez eux, voilà, qui avait dans les classes. Bon, le projet il est beaucoup plus intéressant que ça, que je parle là, mais c'est très long à expliquer. Voilà. Très bien, merci. J'aurais aimé que tu nous parles un peu du dessin. Oui. Est-ce que tu as appris à dessiner quelque part ou c'est comme le fait de faire des marionnettes? Est-ce qu'il y a une part dans ta vie de formation? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es formé auprès d'un maître, auprès de... Au dessin, mon frère, il dessinait très bien. Mon frère, il faisait de la... Bah, c'est un très bon dessinateur. Il dessine de la bande dessinée. J'ai beaucoup appris avec lui. Et quand j'étais très jeune, j'ai fait l'école secondaire des Beaux-Arts, option Beaux-Arts, avec lesquels j'apprends. Mais dans cette école-là, je ne peux pas dire que j'ai appris beaucoup. C'était vraiment une option. Et les Beaux-Arts, beaucoup de fois, les Beaux-Arts modernes, c'est faites ce que vous voulez. Voilà. J'avais rêvé d'avoir une formation dans laquelle on apprenait vraiment à dessiner, mais ce n'était pas là que j'ai appris le plus. Non, je pense que j'ai appris le plus avec mon frère et plus en autodidacte aussi. J'étais aussi quelqu'un, mon père il m'avait beaucoup appris à aller demander à quelqu'un s'il avait besoin, si j'avais besoin d'apprendre quelque chose. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me passionne. Après, je peux vous raconter, je suis intervenu à l'école de Charleville-Mézières, l'école de la marionnette, et c'est une de mes expériences en tant que marionnettiste des plus intéressantes parce que c'est passionnant d'apprendre aux jeunes quelque chose qu'ils vont après utiliser dans son métier. C'est vraiment, je suis les jeunes maintenant, ils sont venus me voir cette semaine à un spectacle, il y avait quelques-uns et à chaque fois ça me passionne de les retrouver et voir comment tu apprends des choses qu'après ils utilisent. Mais à l'époque, voilà, comme je disais, j'ai appris à aller frapper la porte des gens et dire tiens, voilà, ça m'intéresserait beaucoup de voir comment tu fais, apprendre à dessiner. En Bretagne, il y avait un dessinateur qui était fantastique, qui s'appelait Pascal Moguerou. J'ai frappé sa porte un jour et j'ai vu comment il dessinait. J'avais voilà, plein de personnes qui m'ont appris. J'ai une très belle anecdote aussi avec les marionnettes, d'avoir frappé la porte à un marionnettiste qui me plaisait beaucoup. J'ai fait des kilomètres pour aller les voir. Je ne me rappelle pas si j'étais allé à vélo ou pas, mais j'ai fait des kilomètres, je voulais les voir. C'était les marionnettistes que j'avais vus en spectacle qui m'avaient passionné. Et j'ai essayé de retrouver son nom parce que là, avec la fatigue, je perds le nom. Mais arrivé là-bas, en fait, je frappe la porte et je dis je suis venu parce que j'ai des marionnettes. J'aimerais bien que tu m'apprennes à manipuler parce que j'ai passé ma vie à les créer. J'aimerais bien apprendre à les manipuler. Et il a dit oui, pas de problème. Il dit tiens, bien, on va aller dans un hangar. Et je lui ai donné les marionnettes. Il m'a dit est-ce que tu peux me montrer comment toi tu pourrais les utiliser? Il m'a dit oui, ok. Et je lui ai dit tiens, on met la main comme ça. Par là, il m'a dit oh, je n'ai pas besoin de mettre la main. Et il m'a dit tiens, regarde, il a pris la marionnette, il l'a jetée en l'air. Et il m'a dit regardez. Et du coup, on s'est couchés les deux par terre et on jetait les marionnettes et on les regardait en l'air.
Il m'a dit, c'est ça la marionnette, c'est les émotions que tu as ressenties quand la marionnette tombait vers toi. Et c'est ces moments magiques que tu as vu voler la marionnette, qu'il faut que tu fasses ça dans le spectacle. Voilà. Et ça, c'est le meilleur enseignement que j'ai eu. Après, je ne cherchais pas toujours à faire la marionnette comme les autres ils font, c'est à chercher ses propres manières de ressentir sur la scène ces marionnettes qui volent, ces marionnettes qui viennent, voilà, ces objets qui remplissent un peu notre imaginaire. Voilà. Après l'entretien, tu pourras, si tu te souviens du nom, on pourra le mettre en description. Oui, Comme ça, on ça, pourra le oui. citer plus précisément. Est-ce que tu as un lien avec le vélo-théâtre Non, en Bretagne, le peu. CNMA? Je connais très peu, oui. Tu connais très peu, vous Oui. n'avez pas de lien Non, d'accord, pas forcément. avec parce que je me demandais à quel point le réseau Bretagne, est-ce qu'il y avait quelque chose entre les marionnettistes? Il y a un lieu qui s'appelle les Bouffes Théâtre. Il y a Serge Ah, Boulier. oui, c'est ça, c'est le Bouffou Théâtre, pardon, je me Voilà, suis trompé. Le vélo-théâtre, c'est dans le c'est sud. ça. Le Voilà, Bouffou Théâtre, les qui est un Bouffes Théâtre. CNMA. Voilà, Excuse-moi. c'est là-bas les directeurs jusqu'à maintenant. C'était Serge Boulier. Serge Boulier, je l'ai toujours vu comme un très grand marionnettiste. Et un jour, je l'ai rencontré parce qu'il a vu mon spectacle. Il a décidé de m'aider. Il avait beaucoup aimé. Et c'était une des meilleures rencontres que j'ai fait. Parce que, en fait, il a décidé de beaucoup m'aider. Et c'était quelqu'un qui, des fois, il est assez exigeant, il est assez dur. Et il me confrontait à des choses que jamais j'aurais été aussi basculé avec quelqu'un qui a un savoir-faire qui est incroyable. Là, maintenant, il dédicace à lui parce qu'il prend la retraite. Voilà. Mais je lui montrais mon prochain spectacle. Je suis sur un projet, je lui montrais, je lui ai dit, tiens, je veux faire ça. Il a beaucoup aimé. Il m'a dit, je vais faire partie. Il m'a dit, mais tu pars à la retraite? Non, non, je vais faire partie. Il va m'aider pour le prochain spectacle. Je suis très content. Voilà. Après, on a créé un réseau qui s'appelle le réseau Ombre. Voilà. Objets et marionnettes en Bretagne. Voilà. Et j'ai participé assez peu, j'ai participé à 2 rencontres, mais les 2 rencontres que j'ai faites, c'était très intéressant. Comment ça commence à se monter un réseau comme ça. Théma, il incentive beaucoup les régions à faire ça. Il y a beaucoup de régions qui commencent à se rassembler. Voilà. Et ça marche très bien. C'est un réseau qui marche très bien en Bretagne. Il y a beaucoup de marionnettistes en Bretagne. Voilà. Il y a un gros réseau de marionnettes en Bretagne. Est-ce Oui. que vous avez vu que vous êtes loin, est-ce que la Bretagne elle vous aide à aller dans le reste de la France? Est-ce qu'il y a des aides pour pouvoir exporter les productions bretonnes Et de la région? Et oui. Et pour le moment, ils m'ont beaucoup aidé à partir à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup aussi. Ils m'ont aidé, par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, pour partir en Corée du Sud. Voilà. Pour pouvoir rencontrer, c'était le congrès de l'UNIMA là-bas. C'était important que nous on participe à un grand rassemblement des marionnettistes du monde entier, voilà, et des programmateurs du monde entier. Voilà. Et c'était très important, ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont aidés aussi quand on est parti au Canada. Ils aident beaucoup les compagnies pour venir ici à Avignon, mais comme ils nous avaient aidés déjà pour la Corée du Sud, on s'est dit, bon, mais peut-être qu'une autre compagnie, ils pourraient profiter mieux. Voilà. Très bien. Tu Voilà. veux nous parler un peu du congrès de l'UNIMA? Mais je pensais vivre plus ces congrès-là, mais comme on jouait beaucoup, et, on n'a pas vu grand-chose. Les peu de choses qu'on a vues, c'était très bien, c'était magique parce que en fait, on a fait notre spectacle en français et c'était traduit en coréen et en anglais. Voilà. Et voir des gens qui comprennent à moitié les spectacles, mais ils comprennent autre chose, qui comprennent aussi les émotions et qui sortent pareil, en pleurant, pareil qu'en France, mais en fait, en ayant eu autre chose, l'énergie peut-être, et les rencontres qu'on faisait après. Entre marionnettistes, on s'est beaucoup parlé, on a parlé de notre passion pour la marionnette, et quelqu'un qui vit dans l'autre côté du monde et parler de ça. J'ai rencontré aussi des programmateurs, beaucoup. Là, on va aller jouer bientôt en Australie et en Nouvelle-Zélande aussi.
c'est magique de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui aime ce que tu fais et qu'à un moment donné, tu dis, bon, mais je vais aller chez toi pour jouer et tu vas me présenter ton public, des gens qui sont très différents. En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui fait de l'escalade. En fait, et quand on est passionné, les choses les plus difficiles nous passionnent encore plus. C'est les plus hautes montagnes après qu'on va chercher à escalader. C'est un peu comme quand j'ai fait l'animation, ça m'aurait suffi de faire l'animation dans les centres ou l'éducation populaire dans les centres de loisirs. Mais moi, je voulais le faire avec, à rentrer dans les prisons, par exemple. C'est une expérience incroyable. Une prison à côté de Chartres où tu rentres et tu es enfermé, il y a des portes qui se ferment, pom, 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 une après l'autre, où on est enfermé avec et des gens qui vivent des choses très très dures, et tu arrives à lui faire des marionnettes, et que ces marionnettes-là, tu appelles une semaine après pour voir, et ouais, ils se sont continués à faire, voilà, ils sont allés dans les cellules, et avec la farine où tu l'as appris à faire la colle, ils sont continués parce qu'ils sont sagacinières dans la cellule, ils ont fait les papiers mâchés, avoir fait des spectacles comme ça, c'est des choses que sont difficiles à faire, et pourquoi on les fait? C'est parce qu'on est passionné, voilà. Et pourquoi on y va jusqu'en Corée ou ailleurs? C'est parce qu'on est passionné. On pourrait rester ici en France, on gagnerait beaucoup plus d'argent parce qu'aller là-bas, des fois, ils payent à peine les salaires, des fois on se paye les billets d'avion, des fois on se paye, mais c'est passionnant en fait. Du coup, on cherche à faire des choses aussi qui nous passionnent aussi dans ce métier-là après on est encore plus nourri, on est encore un meilleur artiste aussi après. Est-ce que tu as des choses à ajouter dont on n'a pas parlé et dont tu aurais envie de parler? Et ça me vient pas à l'esprit, je regarde, mais ça me vient pas à l'esprit comme ça. Non, j'ai dit à peu près tout ce qu'on pourrait dire, et c'était super, et 1 heure, c'est vraiment Est-ce que tu as un conseil à donner avant qu'on finisse l'entretien? Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le monde de la marionnette, au sens large, avec toutes les facettes qu'elle peut avoir, oui. et quelqu'un de jeune, moins jeune, maintenant ou dans 10 ans, parce que voilà, c'est un peu intemporel. Est-ce que tu as un conseil à donner? Je peux parler un tout petit peu par exemple, mon expérience à l'école de Charleville-Mézières, dans laquelle je suis intervenu. Les gens, ils pensent que l'école de Charleville-Mézières, c'est une école pour devenir un marionnettiste, un metteur en scène. Et beaucoup de fois, ils disent, ah tiens, il y a certains qui ont réussi ou d'autres pas. Et en fait, et c'est pas vrai ça, je pense que tout le monde a réussi là-bas. C'est une école tellement exceptionnelle qui apprennent tellement de choses et tellement de chemins qui peut prendre les gens. Et c'est ça qui est important dans la marionnette, c'est que apprendre aux jeunes que la marionnette, il y a tellement de chemins différents et tellement de chemins qui peuvent nous correspondre à nous. Certains, ils vont devenir des constructeurs, certains, ils vont se rassembler pour faire des compagnies à plusieurs, certains, ils vont se rassembler pour faire, pour mettre en scène, pour écrire, pour dessiner. C'est ça qui est important. Quand j'apprends la marionnette dans un atelier pour enfants, tout de suite, ce qui vient à l'esprit, c'est faire un spectacle. Voilà. Et que la marionnette, ce n'est pas forcément pour faire un spectacle. Il faut la sentir un peu comme de la danse, en fait. Et les danseurs, ils ne font pas la danse en pensant « je vais faire un spectacle ». Un danseur, il dit « je vais être heureux à danser ». Et à un moment donné, si je fais un spectacle, c'est tant mieux parce que c'est mon métier et ça va me donner à manger. Mais il ne pense pas tout de suite. Et à ça, les marionnettistes, ils devraient peut-être faire ça, en fait, devraient penser à comment on est heureux à faire une marionnette, à partager ça. Et après, peut-être qu'il pourra faire son métier, de faire un spectacle. Mais aller voir les marionnettistes aussi. Moi, j'ouvre beaucoup mon atelier. C'était passé après les confinements. Il y a eu pas mal de gens qui m'ont appelé par vidéoconférence pour rentrer dans mon atelier, pour me montrer des bouts des spectacles, pour moi les montrer des choses aussi, pour partager ça. S'il y a quelqu'un qui vient me voir après le spectacle, je ne dis jamais non. Tiens, est-ce que tu veux un conseil? Est-ce que tu veux apprendre à faire une marionnette? Est-ce que tu veux apprendre quelque chose? C'est super ça. Il faut aller frapper à la porte, comme tu as dit avant. C'est ça, voilà. Si on frappe à ma porte, je ouvre. Voilà. Ah oui, est-ce que, j'ai une dernière question qui m'arrive là, est-ce que tu arrives quand tu voyages, est-ce que tu voyages avec ta famille? Et avec mon frère, est-ce que tu arrives à voyager avec ta famille ou selon les conditions, est-ce que tu arrives à justifier ça dans les
dans les contrats? Est-ce que Ben, c'est une préoccupation pour toi? oui, pas mal, mais pas dans ce sens-là, parce qu'en fait, ma préoccupation, c'est que la compagnie aujourd'hui, elle joue pas mal et je n'ai pas envie d'arrêter la compagnie telle qu'il est maintenant. Mais par contre, j'ai une famille, chez ma femme que j'aime beaucoup, chez ma fille aussi que j'aime beaucoup, qui reste beaucoup à la maison. Et beaucoup de fois, je ne peux pas partir avec les deux parce que, en fait, c'est des contraintes qui sont assez grandes. En plus, bon, pour d'autres raisons aussi. Euh, mais je pars quand je peux. Là, ils sont venus les deux en Avignon. Ma fille, en fait, j'ai dit que j'écris les spectacles chemin de métaphore pour ma fille. Et ma fille, à chaque fois qu'elle n'est pas très loin, elle vient saluer après le spectacle. Voilà. Et ma compagne aussi, elle est très très contente quand elle peut venir m'accompagner. Elle était venue aussi en Suisse aussi quand on a fait une tournée qui était très très longue. On a resté un mois là-bas en Suisse. Du coup, elle est venue me voir et j'adore partager ça. J'adore aussi partager avec ma fille, de lui montrer que c'est possible de faire cet art-là et qu'on est heureux parce que j'aimerais bien que quand elle sera grande, elle choisisse ce qu'elle veut, mais sans avoir peur, de dire bon, j'ai peur de faire ci ou ça. Et l'autre jour, ouais, c'était l'autre jour, je parle d'avant-hier, on jouait à créer une chanson. Et elle crée une chanson, elle chantait, la voiture elle sert à faire ça, l'avion elle sert à voler, et à un moment donné, elle dit, et les marionnettes servent à rendre les gens heureux. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau, voilà. C'est très beau, on va finir sur Ouais. cette belle phrase. C'est ça. Merci, Ouais. Juan Pérez Escala, Bon, de merci, cet entretien. merci beaucoup, merci à vous. Les marionnettistes font comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon. On y danse plus ou moins en rond, les marionnettistes sont comme ça, les programmatrices font comme ça, les chargés de diff font comme ça, les régisseuses font comme ça, les publics font comme ça, et puis encore comme ça.